Bonsoir Claire Géano, bonsoir Marie-Eugène, je suis ravi de vous retrouver ce soir, de retrouver une autrice HarperCollins. Alors, c'est un premier roman, La Jurée, pour Claire, mais une fois n'est pas coutume, on va commencer par l'éditrice, évidemment, comme on en a souvent l'habitude, pour présenter l'autrice, pour présenter la rencontre avec l'autrice. Pour le coup, c'est un premier roman, je viens de le dire, donc il va falloir nous en dire aussi beaucoup sur Claire Géano, qu'on a hâte de découvrir aussi grâce aux mots de Marie-Eugène. Marie-Eugène, qui fait partie du top 5 des éditeurs et des éditrices françaises. Et je pense que personne ne me contredira, étant donné les louanges qu'on entend sur toi, Marie, depuis très longtemps. Oh, Euh, bah merci. j'aimerais que tu nous parles de Claire, du manuscrit en lui-même, puisque je sais que le manuscrit a été retravaillé aussi, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Mais savoir ce qui t'a plu, ce qui t'a fasciné dans cette histoire-là. Alors en le lisant, on a tous compris qu'évidemment, on comprend à quel point il était important de le publier, mais ta rencontre avec Claire et surtout le domaine dans lequel tu as pu le publier au sein de la traversée de la collection Traversée. Bah déjà, merci beaucoup, Anthony, pour tes mots. C'est très touchant et merci. Le dimanche soir, c'est toujours agréable. Et bonsoir à tout le monde, à toutes et à tous. C'est pas la première fois que j'en vois certains. Je dis certains, mais en fait, je vois que des femmes pour l'instant. Et bah, je suis ravie d'être là et d'accompagner Claire aussi dans cette rencontre. Alors, je vais essayer d'être brève parce que le plus important, c'est l'échange que vous aurez tous les deux déjà, puis tous ensemble. Mais Claire, je l'ai d'abord rencontrée à travers son podcast, Pile. C'était en 2019 et on s'est parlé en 2020 pour la première fois. On s'est parlé au moment où moi, enfin, j'étais arrivée chez Harper 1 an avant et il y avait rien. Ça va rejoindre l'autre question que tu posais, Anthony. Et je devais lancer la fiction française dans cette maison. Et j'étais en train de préparer le lancement de la collection Traversée. Donc, elle a porté son nom au fil du temps et des réflexions. Et une collection de littérature générale, tout en développant aussi le polar à côté. Mais la grande partie du travail, c'était de développer Traversée. Et puis, bah, j'envoyais les premiers textes, les épreuves, et cetera, à des personnes qui, je pensais, pouvaient être intéressées. Et puis j'ai connu le podcast Pile et j'ai trouvé que Claire Géano, que je connaissais pas encore, avait vraiment une vision intéressante et j'ai eu envie aussi de la rencontrer comme ça. Et puis un jour, on s'est appelés et c'était vraiment, je pense, les tout premiers jours, voire la première semaine du confinement, en mars 2020. La collection avait fait paraître les 2 premiers titres, Aurélie Janin, Préférer l'hiver, et Nicolas Maelski, La science de l'esquive, en janvier. Donc petit drame qui n'était rien comparé à ce que tout le monde vivait, mais petit drame, on va dire, de de lancement de collection quand même. Et puis avec Claire, on s'est parlé. Pendant un petit moment, pendant une bonne heure, je pense. On a discuté, voilà, des envies, de l'avenir, de ce petit temps de suspendu, on va dire, et de ce que ça pouvait occasionner aussi dans une vie, alors créative, professionnelle, et cetera. Il se passait beaucoup de choses dans la vie de Claire à ce moment-là. Il y avait des choix pour en parler, un peu cruciaux, qu'elle venait de prendre. Et puis voilà, ça, c'était une première rencontre. Et non, au printemps dernier, donc vous voyez, il y a quelques années qui se sont écoulées. Au printemps dernier, elle m'a écrit et puis, bah, j'ai reçu, dans la foulée, on s'est vus, en fait, dans un café, et puis, j'ai pas osé tout de suite lui demander, mais elle me parlait de son premier projet de roman et puis, je sais pas, j'ai beau me dire que je suis éditrice et qu'on se voit et qu'on s'est déjà parlé et cetera, je sais pas, c'est comme, dans plein d'histoires de relations humaines, en fait, on a peut-être une évidence sous les yeux, mais on le voit pas parce qu'on se dit: «Ah bah, peut-être qu'elle veut parler d'autre chose». Et puis quand même à la fin du rendez-vous, tu le rappelais l'autre jour, Claire, mais quand on en discutait, mais bah, je lui ai dit: «Mais si tu veux, tu peux me l'envoyer». Mais je me disais: «Peut-être qu'elle a envie d'ailleurs, peut-être que voilà, elle a déjà un plan», enfin voilà. Et elle me l'a envoyé et puis, bah, là, ça va répondre à une autre question que tu posais, Anthony. Dès lors que j'ai commencé à lire ce livre, les premières lignes, je me suis dit: «Bon, les intuitions, de personne étaient bonnes et ce texte, il y a autre chose». En fait, non seulement le texte me plaisait, la question des jurés, je trouve que c'est jamais traité et de cette
manière-là en plus et c'est vraiment une question intéressante parce qu'en effet, on peut en rêver comme on peut espérer ne jamais vivre ça. C'est une expérience humaine limite et ça déjà, je trouve ça intéressant dans le roman d'explorer ça. Aux confins un peu, de l'humanité quand même, ça demande beaucoup de responsabilité, beaucoup de présence et voilà et mais en dehors de ça, je me suis dit, c'est ce que je me dis tout le temps à chaque fois que je publie, un auteur, une autrice, je me suis dit: «Il y a d'autres livres derrière». C'est une romancière, c'est une autrice et j'ai envie de travailler avec elle. Voilà. Je m'arrête là parce que mais tout ça pour dire que j'ai eu une sorte d'évidence, dès que j'ai ouvert, ce manuscrit et tout ce que je souhaitais, c'était que ce soit chez nous, tout simplement. Donc on s'est appelés assez vite, je sais pas combien de temps, hein, peut-être 15 jours ou alors il y a des éditeurs qui vont plus vite, hein, il y a des éditeurs qui font en 24 heures. Bon, j'ai pas pu, j'aurais aimé le montrer encore plus fort, mais voilà et en plus humainement, parce que c'est une rencontre humaine, j'avais déjà senti ça, mais je savais qu'on voilà, j'avais l'impression qu'on pouvait bien avancer et travailler ensemble et puis ça s'est révélé être le cas par la suite quand on a, travaillé le texte en effet. Mais encore une fois, il y a eu du travail, il y a eu des coupes surtout. Mais très sincèrement, c'était du travail dans les grandes lignes de coupe, mais dans le détail de l'écriture, il était là, en fait. Donc et même le titre était là. Enfin, c'était un projet déjà très abouti et quand tu parles des 12 versions lues par ton compagnon, je pense que ça se voyait que ce texte était déjà travaillé. C'était pas une version brute. Voilà. J'espère que je réponds à toutes les questions. On va rebondir évidemment sur ton parcours, notamment à travers le podcast littéraire Pile, qui a été un des premiers d'ailleurs à être réalisé. Tu as enchaîné ensuite avec une série audio, Chronique d'un féminisme ordinaire, qui était en 2020, et on a l'impression quand même que toute ta création artistique passe déjà par l'oreille. Ce qui peut déjà balayer quelque chose, c'est que j'imagine que lorsque tu écris, tu as déjà peut-être les sonorités, peut-être la manière dont tu écris, le style qui vient, les punchlines, on en parlera tout à l'heure parce que ce livre est aussi un petit peu drôle par certains moments. Mais j'aimerais que tu nous parles de ton parcours à travers la littérature, évidemment. Tu as fait une prépa littéraire, Hippocagne-Cagne, un master d'édition à Paris. Bref, tu baignes dans l'édition et la communication depuis très longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été ton cheminement pour arriver à écrire un roman? Mmh. Bah, d'abord, bonjour à tout le monde. Je suis ravie d'être là. Je suis ravie de vous voir. En fait, c'est un peu impressionnant de voir ce mur de visage devant moi. J'ai juste vu quelqu'un avec un verre de vin rouge et je me suis dit que j'aurais dû faire pareil. Voilà, c'est là, là. Euh, Voilà, donc c'est super de passer ce dimanche soir ensemble. Et pour te répondre, Anthony, sur mon parcours, effectivement, je suis un petit rat de bibliothèque depuis toute petite. J'ai vraiment grandi avec les livres et par les livres. C'est hyper ancré en moi. Et mes parents avaient ce bonheur de pouvoir me laisser le samedi à la bibliothèque après manger le midi et puis me récupérer à la fermeture et ne pas se préoccuper d'autre chose que de savoir que j'étais là en train de lire. J'étais ce genre de petite fille-là, donc la suite se fait assez naturellement. Un bac littéraire, Hippocagne-Cagne, effectivement un master de littérature et un master d'édition. Parce que au cours de mes études, je découvre l'édition. Moi, j'ai grandi en Bretagne. J'avais pas du tout de gens autour de moi qui travaillaient dans l'édition. Je savais même pas vraiment en fait qu'il y avait des gens derrière qui aidaient les livres à venir au monde. Et donc, je découvre ces métiers-là. Et dans ma première vie professionnelle, parce que j'en ai déjà eu plusieurs, je deviens éditrice de livres pour enfants. Et donc, je passe 5 ans à faire des livres et des magazines pour enfants. Et je m'éclate à faire ça. Et puis après, je passe dans le monde de la communication pendant 5 ans aussi. Et c'est au cours de ces 5 années-là où la littérature me manque. Moi, je continue à lire beaucoup. Je continue à en parler pas mal autour de moi et tout ça, mais dans mon contexte professionnel et vraiment au quotidien, j'ai plus ce rapport-là parce que je suis plus connectée au monde de l'édition. Je suis dans un monde un peu différent. Et c'est à ce moment-là que je décide de créer Pile. Et Pile, donc c'est un podcast qui parlait, je parle au passé parce qu'il n'existe plus depuis fin 2020,
qui parlait de livres, mais en associant un livre à un moment. L'idée de départ, c'était de me dire, en fait, quand mes potes me demandent un conseil de lecture, à chaque fois, c'est relié à quelque chose du genre, ah, je pars en week-end en amoureux au bord de la mer, je vais avoir du temps pour une fois, qu'est-ce que je peux lire? Ou je suis complètement en dépression, ça va pas du tout en ce moment, qu'est-ce que je peux lire? Ou je suis en congé maternité le mois prochain, qu'est-ce que je peux lire? Mais qu'en fait, il y avait toujours un état d'esprit, un moment, un lieu parfois aussi qui s'associe à la lecture. Et qu'en réalité, on ne pouvait pas lire n'importe quoi, n'importe quand. Parfois, on n'accrochait pas juste à cause de ce problème d'état d'esprit. Si je fais un avance rapide, là, en ce moment, j'ai des potes qui me disent: «Oh, je suis désolée, j'ai toujours pas lu La Jurée, j'ai honte, je devrais l'avoir déjà lu, mais bon, j'ai pas le temps en ce moment et tout». Et à chaque fois, je détends tout le monde en disant: j'ai passé presque 3 ans à faire un podcast qui partait de l'idée que on peut pas lire n'importe quoi, n'importe quand, qu'il faut parfois attendre le bon moment, le bon état d'esprit. Donc, vous le lirez quand vous aurez envie de le lire, quand ce sera le bon moment pour vous, pas de stress. Et donc voilà, et du coup, je crépile en février 2018. Et par ce biais-là, je me reconnecte un peu à d'autres gens qui adorent lire comme moi. Et à ce moment-là, c'est déjà une forme d'écriture. Il y a effectivement une autre forme d'écriture qui vient avec cette série que je fais avec les archives de Radio France et l'INA. Et puis, j'écris aussi des podcasts pour les enfants. Et puis, en fait, j'écris tout le temps. Et comme tu le dis très justement, j'écris aussi avec mes oreilles. Ouais. Et on va faire un petit moment de lecture, je crois, pendant cette rencontre. C'est quelque chose que j'adore. Moi, j'adorais quand j'étais petite qu'on me lise des textes à voix haute. J'adore lire à voix haute. Et je pense que j'écris à voix haute aussi, en faisant sonner des mots, en me disant, là, j'ai besoin que ce soit plus court, que ça sonne mieux. Je suis très sensible à ça. Alors justement, sur tout ce mécanisme, cette mécanique qui s'est installée en toi à travers ce roman-là, comment a évolué ce roman? Est-ce qu'il a eu une forme différente? Est-ce qu'il a eu des personnages différents? Est-ce qu'il a eu un éclairage différent peut-être sur un des personnages? Quelle a été son évolution à travers le travail peut-être avec Marie, mais aussi dans ta tête, aussi dans ton esprit d'auteur, est-ce qu'il y a eu des évolutions? Mm. Beaucoup. Et finalement, les plus grosses évolutions, Marie, elle ne les a pas connues. C'est ce que tu disais. En fait, je suis arrivée avec un texte qui était le texte le plus abouti que je pouvais faire à ce moment-là. J'étais allée au bout du nombre de versions que j'étais capable de produire moi-même. Je ne pouvais plus. Et quand Marie me dit qu'elle a un très grand coup de cœur pour le texte, qu'elle a très envie de le publier, mais qu'elle pense qu'on peut le travailler pour le rendre meilleur, encore meilleur, et notamment en coupant un peu. Je lui dis oui, oui, je comprends ce que tu veux dire, ça me paraît intéressant, mais il va falloir me guider un peu parce que moi, je suis arrivée au bout de ce que je pouvais faire. Je ne sais pas quel était le numéro de version de la version que tu as lue, Marie, mais très probablement, oui, la 12e. Un des gros changements qu'il y a eu en termes de structure entre le début du texte et la version que vous avez pu lire, c'est que dans mon esprit, au départ, un chapitre égale un jour du procès. Donc, on n'était pas du tout sur le même rythme. Premier chapitre, premier jour du procès, deuxième chapitre, deuxième jour du procès. Et j'ai écrit sous cette forme-là pendant presque un an. Et quand j'ai relu mon texte au bout d'un an, eh ben, c'était super chiant. Parce qu'en fait, ça donnait des chapitres hyper longs, assez mous. Il n'y avait pas d'autre justification que l'envie de bien ranger les choses dans les cases. En termes de rythme, de romanesque, etc., ça ne marchait pas en fait. Donc ça, je l'ai beaucoup fait évoluer pour avoir des chapitres courts, assez percutants, j'espère en tout cas. Et, euh, et il y avait déjà dans cette version-là l'histoire du procès et l'histoire d'Anna qui s'entremêlaient. Euh,
Mais évidemment, en retravaillant les chapitres, les choses ont dansé un peu différemment, en fait, se sont enchevêtrées différemment une fois que j'ai décidé de détricoter ces jours de procès sous forme de chapitres. Ça fait vraiment partie des plus gros changements. Tout à l'heure au marché de la poésie, et tu me disais que tu ne connaissais rien à cette matière juridique au départ. Ça, c'est assez fascinant de voir à quel point le résultat, et je parle en connaissance de cause, le résultat est d'une véracité immense. J'aimerais que tu nous parles de cette envie d'aller sur ce terrain-là, un domaine que tu ne maîtrises pas. Et là, en effet, on peut rejoindre Marie qui disait qu'il y avait peut-être plusieurs textes derrière. C'est que si un écrivain s'attaque à un domaine qu'il ne maîtrise pas et qu'il arrive à en faire ça, en effet, il y a clairement d'autres romans qui, j'imagine, jaillissent en toi. Donc j'aimerais que tu nous parles de ton appétence pour cela. Peut-être que en effet, tu n'en avais pas forcément les connaissances, mais peut-être qu'il y avait quand même en toi quelque chose qui avait envie d'aller plus loin sur ce domaine-là, le domaine d'un juré d'assises, un juré d'assises qui, on entend beaucoup parler de juré d'assises tous les jours, et pourtant, rares sont ceux qui connaissent véritablement les rouages de cette fonction-là. Et j'aimerais donc que tu nous parles de cette histoire aussi avec les procès, avec la justice française. Mmh. J'ai parfois regretté, faut l'avouer, en me disant, mais qu'est-ce que tu as fait à vouloir t'embarquer sur un premier roman dans un domaine que tu connais pas du tout? Écris une histoire qui se passe dans le monde littéraire, à Paris, comme tout le monde. Comme ça, au moins, tu sais de quoi tu parles et c'est plus facile. Bon, bah après, on n'y peut rien. Il y a quelque chose qui nous habite quand on commence à écrire et il faut le suivre. Donc, tant pis pour moi. Il a fallu que je me documente beaucoup, en fait. Et le point de départ de tout ça, c'est une espèce de fascination où je me dis, moi, j'aimerais bien être jurée, j'aimerais bien être appelée à être jurée, j'aimerais bien découvrir, enfin, vivre cette expérience-là, mais on ne le choisit pas. Donc, puisqu'on ne le choisit pas, je vais aller voir des procès. Et on va commencer par un premier procès. Et j'avais cette intuition qu'il y avait une matière romanesque dans un procès, puisque on juge quand même de la vie de vrais gens et sur un crime, puisque les assises, qui sont les seuls lieux où il y a des jurés pour des peines moins graves, je ne sais pas, un accident de voiture ou des choses comme ça, il n'y a pas de juré, en fait, c'est vraiment qu'aux assises. Donc, on se parle que de crimes. Les délits sont jugés sans juré. Et je me disais bon, qu'il devait y avoir cette matière assez romanesque et qu'il fallait aller voir. Et pour aller voir, j'ai assez vite éliminé ce que je ne voulais pas traiter dans mon roman et ce que j'avais pas, de toute façon, en tant que personne, que je n'avais pas envie de voir en procès. Donc, je me suis renseignée sur tous les procès qu'il pouvait y avoir en France. À l'époque, on est en mars-avril 2020. Bon, en l'occurrence, je ne sais pas à l'époque que tous les procès vont être annulés, mais je cherche à savoir quel procès il va y avoir début mars 2020 dans toutes les villes où j'ai des potes. Parce que je me dis que le soir, j'ai pas envie de rentrer dans un hôtel toute seule et que ça va être super glauque si j'ai passé ma journée à assister à un procès, que ça va être horrible. Et donc, il vaut mieux que j'ai des copains qui m'accueillent le soir et qui me prêtent leur canapé. Donc, je regarde à Bordeaux, à Toulouse, à Vannes, à Lille, évidemment à Paris où je vis. Enfin, je regarde un peu partout et je regarde les procès qui ne sont pas trop horribles. Horribles dans mon acception des choses. C'est-à-dire que je ne me sens pas d'aller voir un procès pour viol, pour féminicide, pour torture, pour barbarie, pour pédophilie, pour inceste. Tout ça, je me dis que c'est trop dur et que je ne peux pas écrire une histoire où ce crime-là ne serait pas au centre de l'histoire. Quand on écrit sur un procès pour pédophilie, il faut traiter la pédophilie. On ne peut pas passer à côté, on ne peut pas
s'intéresser au personnage autrement et passer à côté de ce sujet-là. Donc, je me dis plutôt qu'il vaut mieux que j'aille voir quelque chose d'un peu moins horrible ou qui me touche moins ou qui soit moins lié à un fait de société. Et donc, je m'intéresse beaucoup à l'assassinat et au meurtre parce que c'est vachement plus cool. Et, et notamment, il y a un mot qui apparaît quand je fais mes recherches, qui est le mot empoisonnement. Et ça, moi, ça titille mon imagination. L'empoisonnement, je me dis que tiens, il y a des histoires derrière, il y a des choses derrière. Et donc, le premier procès auquel j'assiste est à Rennes pendant une semaine, du lundi au vendredi soir. C'est 10 heures par jour sur des bancs durs comme la pierre. Pour l'anecdote, il y a des gens qui viennent avec leurs coussins au procès. Euh, et franchement, moi, j'ai failli le faire aussi parce qu'au bout du troisième jour, on n'en peut plus. Dans les salles d'audience, globalement, on trouve parfois quelques retraités qui s'ennuient. Et puis sinon, des étudiants en droit, des étudiants avocats. Et puis c'est à peu près tout. On n'est pas très, très nombreux à aller voir des procès et surtout pas de A à Z. Ce qui fait aussi que très vite, on peut parler à un procureur général, à un avocat, ou parce que quand ils se rendent compte que tu passes toutes tes journées là, ils se disent que quand même, il doit y avoir quelque chose derrière. Et donc, j'assiste à ce procès, je me rends compte que c'est hyper intéressant, que effectivement, j'ai envie d'écrire autour de ça. Et puis, à la fin de cette semaine-là, le confinement est annoncé. Donc, de toute façon, je me retrouve bloquée à ne plus pouvoir assister à d'autres procès avant la réouverture des tribunaux qui se fait en juillet. Donc, j'assiste à plein d'autres procès, mais plus tard. Et entre-temps, je fais un appel à témoignages autour de moi de gens qui ont été jurés eux-mêmes. Et ils me racontent leur expérience de juré au téléphone pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et vraiment, je leur demande tous les détails du procès auquel ils ont assisté et des émotions qui les ont traversées. Il y a une anecdote en particulier qui m'a beaucoup marquée, c'est une jeune femme qui s'appelle Pauline et qui me raconte vraiment, elle a assisté, elle a été jurée dans un procès à Bordeaux. Et elle me raconte le procès de A à Z, elle me raconte ces deux hommes qui jettent un autre homme dans une rivière ou je ne sais plus où, et l'homme se noie, et donc ils sont accusés d'homicide involontaire ou volontaire, on ne sait pas trop. Et elle me raconte tous les détails du procès, elle me raconte ce qu'elle mange le soir, elle me raconte si elle voit des amis, à qui elle parle, de quoi elle rêve. Je lui demande où elle mange le midi, je lui pose des tonnes de questions. Elle me raconte tout dans le détail pendant presque 3 heures. Et à la fin de notre conversation, je lui dis, bon, et alors, quel a été le verdict de ce procès? Elle n'a pas le droit de me raconter les délibérations. Ça, c'est interdit par la loi, donc je ne pose pas de questions sur les délibérations. Pour les délibérations, je me suis renseignée auprès de magistrats directement qui m'ont raconté comment ça se passait, mais qui ne m'ont pas raconté les délibérations précises d'un procès, parce que ça, c'est interdit. Donc, elle ne me raconte pas les délibérations, mais je lui dis quand même quel a été le verdict. Je ne sais pas. Je ne me souviens plus. Mais comment c'est possible? Tu viens de me raconter dans le détail tout ce qui s'est passé. Non, mais je sais pas vraiment. Non, non, je saurais pas te dire. Mais ils ont été condamnés ou ils n'ont pas été condamnés? Oui, oui, ils ont été condamnés, mais bon, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais j'étais pas tout à fait d'accord avec ce qui a été décidé, et donc j'ai préféré oublier. Et ça, pour ceux qui ont lu le livre, ça doit faire écho à certaines choses. Parce que tout de suite, c'est venu taper dans des choses auxquelles moi je réfléchissais, dans des thématiques qui m'intéressaient. Et ça a fini de me convaincre que dans les deux histoires que j'étais en train de tricoter, celle de Lucille et Frédéric, les deux accusés du procès, et celle d'Anna, il y avait vraiment des liens, il y avait vraiment des ponts, et de façon encore plus forte que ce que j'imaginais au départ. J'ai beaucoup dérivé, mais tout ça pour dire que pour écrire sur ce procès alors que je n'y connaissais rien, et ben, j'ai beaucoup parlé à des gens, j'ai assisté à beaucoup de procès, j'ai lu aussi beaucoup de textes,
tout ce que je pouvais trouver. Il n'y a pas tant que ça de choses, mais quand même, j'ai lu des témoignages, j'ai lu des articles, j'ai évidemment aussi regardé des films, des documentaires. Voilà, tout ce qui me tombait sous la main, je me suis renseignée pour réussir à être le plus juste possible. Donc ça, c'était en amont. Et puis pour être le plus juste possible aussi, j'ai beaucoup fait relire à une juge d'instruction qui a relu le texte en entier, à un avocat qui a relu les plaidoiries et qui m'a fait différentes remarques sur un avocat ne dirait pas ça. Ça, c'est le genre d'expression qu'il n'utiliserait pas. En revanche, et ça, je l'avais remarqué, tous les avocats quasiment, quand ils font une plaidoirie, ils placent toujours une petite citation d'écrivain célèbre. Ça, c'est vraiment leur truc, quoi. Ils adorent faire ça. Et par 2 fois, j'avais entendu un avocat différent citer Borges. Je me suis dit, tiens, c'est vraiment la classe de citer Borges dans sa plaidoirie. Donc, je me suis mis comme petit challenge de citer Borges dans ma propre plaidoirie. Euh, voilà comment. Éric Dupond-Moretti, hier, en plaidoirie, a cité Claire Géano. Ah bah, j'imagine. J'espère bien. Donc voilà, je me suis nourrie de tout ça, de tout ce que je pouvais entendre, voir et lire pour essayer d'écrire un texte le plus véridique, vraisemblable possible. Et je le dis souvent quand je rencontre des lecteurs, d'une certaine manière, tout est vrai dans ce roman. La plupart des scènes que Anna vit, moi, c'est des scènes que j'ai vécues dans des procès différents et que j'ai retricoté différemment, etc. Mais vraiment, il y a un moment, par exemple, dans le livre où on- Anna et les autres jurés et la cour écoutent l'enregistrement de l'appel au secours, au SAMU, le moment où Frédéric appelle le SAMU pour annoncer, pour dire que Gilberte est morte. Et Anna est assez surprise d'entendre cet appel enregistré diffusé pendant l'audience. Moi, ça, je l'ai vécu. J'ai vécu un moment où on se retrouve à être mais catapulté en écoutant un appel au secours de l'accusé au moment de la mort de la victime. Et j'avais trouvé ça vraiment complètement dingue. Je me dis, tiens, ça m'intéresse, je le garde, est-ce que je pourrais le récupérer, est-ce que je pourrais le réutiliser quelque part, peut-être, peut-être pas. Donc il y a plein de choses que j'ai pas pu utiliser, mais la plupart des scènes qui sont dans le roman sont vraiment inspirées de scènes de la vraie vie. Tu ne t'es pas contenté de raconter le procès. En effet, tout à l'heure, tu disais que un procès écrit, c'était en effet assez barbant souvent. Là, pour le coup, tu as donc créé une seconde histoire. On va pas en dire trop, mais en tout cas une seconde histoire. Mais là où ce qui est très inédit, à mon sens, et on voit rarement ça dans une littérature blanche, c'est les petites confidences entre jurés. C'est les liens que se créent les jurés entre eux. Les dialogues, évidemment, mais aussi autre chose, la façon de voir l'affaire de manière totalement différente et les liens qui se créent aussi avec l'ensemble des auxiliaires de justice. Je pense notamment aux délibérés où, alors là, les magistrats n'ont peut-être pas dû te donner cette version-là, mais en tout cas, euh, dans les délibérés, les avocats sont plutôt, on va comment dire ça, sont plutôt énervés de ne pas savoir ce qui se passe dans un délibéré et ont souvent pris à partie les présidents d'assises qui orientent les jurés dans un délibéré. J'aimerais que tu nous parles peut-être de ça, de cette manière-là. Est-ce que tu as eu des témoignages par rapport à ce phénomène-là dans un délibéré où un juge, un président d'assises peut tout simplement orienter à travers sa casquette de juge, à travers son expérience, évidemment, est plus à même de toucher les mots, et on parlera du langage après, mais de toucher avec les mots un juré ou un autre. C'est une question que j'ai posée en prenant le plus de pincettes possible, en demandant aux jurés qui ont bien voulu témoigner quand je les ai eu au téléphone, est-ce que le président, est-ce que les juges, les magistrats se sont beaucoup exprimés pendant les délibérés? Est-ce que vous vous êtes senti influencé par ce qu'ils disaient? Ou est-ce que donc, c'est des questions que j'ai pas mal posées et il y a eu tout type de réponses. Certains m'ont dit que oui, c'était senti un petit peu
influencés, bloqués par ce que pensait le président ou la présidente. D'autres m'ont dit non, il ou elle est resté très discret. C'était très variable. J'ai aussi demandé à des magistrats comment ils procédaient, si eux se sentaient, quelle place ils se sentaient d'avoir par rapport au jury, en fait. Parce que ce qui est, je trouve très intéressant là-dedans, c'est que le citoyen ordinaire a la même voix, la même portée dans ce jury que le président de la cour d'assises. Une voix égale une voix. Donc, quand les avocats cherchent à convaincre la cour de libérer ou au contraire de condamner des accusés, ils s'adressent de la même manière aux uns et aux autres. Les professionnels ne comptent pas plus que les néophytes. J'ai l'impression que la position de la présidente de la cour d'assises dans la jurée est peut-être ce que moi j'ai le plus entendu, c'est-à-dire une position quand même assez bienveillante qui dirige les débats dans tous les sens du terme, mais qui laisse quand même vraiment la parole au jury. On a parlé en effet de la cour d'assises, mais Frédéric Gagneron, Lucille Moulin, qu'on découvre tout au long du procès, qui ne sont pas des monstres, et c'est précisé plusieurs fois. On comprend tout de suite que ce sont des gens plutôt ordinaires, voilà, avec en tout cas des gens plutôt classiques. J'aimerais que tu nous parles de ces deux personnages parce que ils sont, peut-être ils ont été inspirés, tu nous as dit tout à l'heure, de cette affaire à Rennes, mais concrètement, comment on façonne aussi deux personnages avec un passé commun, voire différent parfois, mais en tout cas, pour toi, qui sont-ils? Pour toi, qui sont-ils ces deux personnages? Est-ce que tu as aussi, à travers ce livre-là, et là en vient ma deuxième question, est-ce que tu as évolué en tant que citoyenne, en tant que femme, aujourd'hui, à travers ton parcours d'écrivain et à travers ce roman-là? Est-ce que tu as encore envie de devenir juré? Ça, c'est une première question. Et deuxième chose, ça fait déjà beaucoup, je poserai la question juste après. Ça fait déjà beaucoup trop. D'abord, sur Frédéric et Lucille, c'est très important ce mot ordinaire que tu cites. Anna aussi, c'est quelqu'un d'ordinaire. Et je crois que c'est probablement une des choses qui m'intéresse le plus dans l'écriture et dans mon travail de façon globale. Tu as cité tout à l'heure la série que j'ai fait avec Lina. Elle s'appelait F, Chronique d'un féminisme ordinaire. C'est pas un hasard, en fait. Quand je vous parlais de pile, je vous parle de conseils de lecture par rapport à la vie quotidienne, par rapport à l'ordinaire, en fait. Et c'est ce qui m'intéresse quand même très souvent. Et là, je suis en train de réfléchir au prochain roman. Et pareil, je pars de l'ordinaire, en fait. Je pars de quelque chose qui pourrait nous arriver à tous. Et c'est ce qui m'intéressait chez Frédéric et Lucille, c'était de me dire, c'est pas des monstres, c'est exactement ce que tu dis, c'est pas des monstres. Et moi, quand j'ai assisté à des procès, hormis une fois où je me suis retrouvée à suivre une audience pour barbarie et torture, où là, j'avais vraiment des monstres en face de moi, des proxénètes d'horribles personnes. À de nombreuses reprises, les accusés, c'était plutôt des gens pleins de paradoxes, de contradictions, d'ambiguïtés, qui parfois avaient pris le mauvais chemin, qui parfois avaient beaucoup de points communs avec moi ou avec des gens de mon entourage. Et ça, c'est très déstabilisant. Et donc, Frédéric et Lucille, Anna le dit à un moment, elle aurait pu les croiser sur la piste de danse de la Paluzza ou autour d'un verre avec des copains, en fait. Ils ne sont pas exactement du même milieu social, parce que malheureusement, c'est aussi quelque chose qu'on remarque quand on traîne beaucoup dans les procès, que malgré tout, la classe moyenne supérieure à laquelle appartient Anna en étant prof, c'est pas la classe la plus représentée sur le banc des accusés, hein, faut pas se leurrer. Donc il y a cette petite différence entre eux, mais cette différence qui n'empêcherait pas qu'ils soient amis ou qu'ils se soient croisés, puisqu'ils ont globalement le même âge.
C'était important pour moi de travailler ces personnages-là par rapport au jury qui leur faisait face. Justement, qu'il n'y ait pas un écart trop important entre les uns et les autres, parce que c'est ce qui fait que ça vient vraiment confronter plein de questions chez Marjorie, chez Côme, chez chacun des jurés. Euh, il y a un moment, il y a une scène où Côme se pose la question de si un de mes enfants venait à commettre un crime lui aussi, est-ce que je pourrais lui pardonner? Et donc, à différents moments du roman et donc du procès, les jurés puissent transposer ce qu'ils vivent dans leur propre famille et dans leur propre quotidien, dans leur propre ordinaire. Donc, j'ai construit ces personnages. En fait, j'ai construit tous les personnages, les uns par rapport aux autres. Anna, je l'ai construite par rapport à sa sœur. Sa sœur, je l'ai construite par rapport à... Et donc, c'est comme une espèce de chaîne où chacun se construit en miroir, en reflet, dans l'ombre des autres. Et ta deuxième question, si je dis pas de bêtises. Ah, vas-y, vas-y. Sur ce que tu as dit, parce que, en effet, ces personnages-là, en même temps, alors, tu les as mis dans une situation de misère sociale, entre guillemets, puisque les deux sont au chômage, au début en tout cas. Alors, non, non que tu aies fait le lien entre chômage et crime, hein, on est bien d'accord. Mais quand même, il y a ce côté aussi du fait qu'à partir du moment où on est dans une situation délicate, un crime, ou en tout cas une envie de crime, peut se révéler un petit peu plus prégnante que lorsqu'on va bien. J'y ai Mhm. vu un petit peu ça. En tout cas, j'y ai vu ce lien un petit peu social où potentiellement il y a quand même des liens qui se créent entre une envie et un statut actuel. Je ne sais pas si je me trompe, mais Hmm. Bah, ce qui est sûr, c'est que pour se retrouver dans cette position-là, il faut qu'à un moment ou un autre, qu'on soit coupable ou innocent, on a été acculé. On s'est retrouvé un peu dos au mur, on s'est retrouvé dans une situation délicate. Et il y a le chômage, mais il y a, chez Frédéric et Lucille, il y a des dettes surtout. Il y a quand même un souci d'argent, un peu de façon plus large. Et, euh, et donc, tout ça, c'est des choses qui sont intéressantes dans le procès parce qu'on va aller les creuser, les gratter et se dire est-ce que ça justifie une intention criminelle ou pas? Est-ce que c'est parce que il y a un moment où on se dit non, mais ils étaient jeunes, un travail, ils auraient pu en retrouver, ils auraient pu se refaire. Donc, est-ce que c'est vraiment pour cette raison-là qu'on va aller les accuser d'un crime aussi horrible que l'empoisonnement et le meurtre de la grande-tante? Bon, peut-être que ça suffit pas. Et c'était important pour moi de le dire, ça. En fait, c'est pas parce que il ou elle est dans une forme de misère sociale que ça en fait le coupable idéal, en fait. au final très Et puis, on rentre dans simple. la nuance petit à petit. Voilà, c'est ça. Petit à petit, tu creuses le sillon de l'être humain, de l'âme humaine, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que, en effet, si on lit les 100 premières pages, logiquement, tout le monde se dit on a le coupable. Euh, En tout cas, on a les éléments de la culpabilité. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu arrives à tromper ton lecteur aussi tout au long du livre. Et ça, c'est quelque chose qui t'anime aussi de vouloir nous tromper, nous duper, en toute bienveillance, bien sûr, mais en tout cas, tu joues aussi avec nous. Ouais. Évidemment, c'est un petit plaisir d'écriture, de duper, de Chose, tromper. chose que tu ne peux pas faire, par exemple, lors d'un podcast. En tout cas, c'est plus difficile. C'est plus difficile, c'est un exercice différent, mais là, il y avait un vrai travail autour des évidences qui sont des miroirs assez trompeurs. Euh, il y avait un jeu aussi. En fait, un parallèle que j'ai fait assez rapidement, c'est que dans un procès, les jurés, comme le public, mais les jurés n'ont accès que à ce qui est dit pendant le procès.
Les jurés n'ont pas accès au dossier, en fait. On voit le président d'assises avec ses énormes dossiers sur la table, où parfois il va rechercher une feuille, une citation, un procès-verbal, etc. Ça lui arrive. Tout est très, très bien rangé, etc. Donc, il sait exactement où retrouver quoi. Et donc, les magistrats professionnels, eux, ont accès au dossier. Mais les jurés n'ont accès qu'à ce qui est dit pendant le procès. Ils n'ont pas accès au dossier. Et finalement, le lecteur, il est dans la même position. Euh, Évidemment dans ce roman, mais dans tout roman, en fait. Le lecteur, il est prisonnier de ce qu'on veut bien lui dire, de ce qu'on veut bien lui raconter. Et ensuite, à lui de se faire sa propre idée, ses propres choix. Euh, Parfois, on lui ment. Parfois, on joue avec lui, parfois, on se trompe ou on le trompe. Le narrateur peut être très honnête avec lui-même, mais parfois, il peut faire erreur et donc embarquer le lecteur dans son erreur aussi. Euh, et donc, j'aimais bien cette idée de tisser de façon un peu discrète ce parallèle entre ce qui se passe dans l'oralité d'un procès et ce qui se passe dans l'écriture et la lecture d'un roman. Là, est-ce que justement ce livre-là a modifié ta perception d'être juré, de vouloir être juré? Puisque dès le début, je ne sais pas si c'est dès le début ou dans les remerciements, j'ai un doute, mais tu dis que c'est ton rêve, en tout cas c'était ton rêve, d'être juré. Et on le comprend parce que pour beaucoup de monde, pour beaucoup d'individus qui regardent, Faites entrer l'accusé notamment, on a tous eu envie à un moment donné de participer à cette sorte de démocratie citoyenne. On peut discuter en tout cas de cela, mais est-ce que ça a changé ta perception? Est-ce que ces témoignages, ces entrevues avec d'autres jurés, l'écriture du livre aussi, est-ce qu'elle a réveillé en toi une envie contraire ou finalement ça a martelé, bille en tête, que tu voulais absolument être tiré au sort? Mmh. Je pense quand même que ça a beaucoup assouvi ma curiosité et que l'envie est peut-être moins forte aujourd'hui, il faut l'avouer, parce que j'ai beaucoup quand même traîné dans les couloirs des tribunaux et j'ai été assez loin dans l'exercice. Par exemple, il m'est arrivé de suivre le groupe des jurés à la sortie de l'audience pour voir où est-ce qu'ils allaient déjeuner, m'installer pas très très loin pour voir un peu comment ça se passait, traîner là où ils faisaient leur pause clope. Enfin, je n'ai pas été jurée moi-même, mais vraiment, j'ai poussé l'exercice pas mal. Ce qui fait que, bon, au bout d'un moment, quand même, on arrive à une petite saturation. Et il est temps quand même de passer à autre chose. Là, je sais qu'il y avait une émission d'envoyé spécial il n'y a pas très très longtemps. On m'a envoyé plusieurs messages pour me le dire, qui étaient de ce qu'on m'a dit sur les jurés d'assises, etc. Bah, typiquement, j'ai pas regardé l'émission en replay après parce que j'ai l'impression d'avoir quand même déjà bien euh, vidé le sujet et voilà. Donc ça, c'est une partie de la réponse. Et la deuxième partie, c'est que quand même, quand j'ai suivi tous ces procès à plusieurs reprises, je me suis dit, tiens, si j'avais été jurée, qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que j'aurais voté à la fin, en fait? Est-ce que j'aurais voté innocent, coupable, combien d'années? Évidemment, je jouais à ce jeu-là avec moi-même à chaque fois, jusqu'à ce que je découvre le verdict décidé par les jurés. Et à de nombreuses reprises, j'étais bien contente d'être là où j'étais, c'est-à-dire pas dans les délibérations, mais sur le banc du public. En fait, c'est quand même plus confortable. Donc aujourd'hui, je suis partagée. Si je recevais la lettre là demain, je pense que vraiment, j'aurais des sentiments très, très mitigés. Et tu rêverais sûrement d'être récusé. Je serais très partagée. Jennifer ou Franck, c'est à vous. Oui, bonsoir. Moi, ça. Alors, dans le roman, je crois qu'il y a un petit peu le point de vue d'un personnage, mais j'aurais aimé avoir le vôtre sur le système du choix du jury.
Et en fait, la façon dont ça se produit, qu'est-ce que vous pensez du fait que quelqu'un reçoive une lettre et dans laquelle on le désigne quelque part pour aller se présenter? Qu'est-ce que vous pensez de ce système en fait? Moi, je trouve ça super. Je trouve ça vraiment bien. Il y a eu, je crois, il y a à peu près un an, en tout cas, j'étais en train d'écrire, donc un an ou deux, un débat là-dessus parce que ça coûte très cher. Les jurés, ils sont dédommagés. Alors, c'est pas énorme, mais quand même. Ça prend du temps. Et donc, l'État se demandait à un moment s'il valait mieux pas avoir des jurys professionnels uniquement et ne plus faire appel aux citoyens. Je trouverais ça hyper dommage parce que je crois que c'est important que la justice, elle soit rendue par des gens comme vous et moi et pas que par des professionnels. Je trouve que ça amène de l'humanité aux délibérations, que ça réveille des choses en nous et que c'est vraiment fondamental dans une démocratie que tout ne soit pas aux mains des professionnels et qu'il y ait une part qui soit laissée aux citoyens ordinaires. Donc, je trouve ça hyper important et hyper fort comme choix de société d'avoir un jury populaire. Le petit bémol que j'aurais et que j'exprime à un moment dans le roman aussi, c'est de se dire, tiens, on pourrait donc être juré d'assises dans une affaire de viol en ayant soi-même subi des violences sexuelles. On pourrait voilà, se retrouver comme ça. Et ça m'est arrivé, j'ai fait une rencontre il y a quelques semaines dans le cadre du prix de la Maison de la Presse. Et je discutais avec un responsable d'une maison de la presse qui me disait il n'est pas rentré dans le détail, mais qu'il avait été victime d'un crime et qui s'était dans ce cadre-là retrouvé à assister au procès des accusés du crime dont il avait été victime. Et que là, il est appelé à être juré d'assises dans quelques mois. Alors, il peut demander une dispense, c'est ce que je lui ai dit, mais il peut aussi ne rien dire. Il pourrait décider d'y aller et de ne rien dire. Et ça, c'est le petit point que je trouve un peu dangereux ou gênant, de se dire que puisqu'on est tiré au sort sur les listes électorales et sans connaître l'histoire personnelle de chacun, les deux peuvent à un moment quand même se percuter. Voilà. Je n'ai pas de réponse à ça. Et la dernière chose que je regrette dans ce système, c'est qu'il n'y a aucun suivi psychologique. Et donc, c'est pareil, ça fait partie des questionnements qu'il y avait dans les débats parce que, je vais vous donner un exemple horrible, mais il y a eu deux personnes qui ont refusé dans mon entourage de me raconter leur expérience de juré au moment où je faisais mes recherches pour le roman. Et l'une, c'était vraiment pour des questions logistiques, voilà. Et l'autre, c'était le père d'un ami qui avait suivi un procès de viol sur un bébé et qui ne veut plus jamais en entendre parler de sa vie entière parce qu'il a été traumatisé de ce qu'il a vécu pendant ce procès, évidemment. Et puis qu'ensuite, à la fin du procès, après les délibérations, après le verdict, il est rentré chez lui. Et puis merci, au revoir. Maintenant, débrouillez-vous pour vivre avec ça. Bon, je pense que je pense que ça mériterait quand même qu'en tout cas pour certaines personnes ou pour certaines affaires, on prenne un petit peu plus soin de nos jurés. À sa fonction. Sinon, il encourt 3 750 € d'amende, ce qui n'est pas rien, et qu'il y a des dispenses, mais que seul le président d'assises peut y accéder, peut y répondre favorablement ou non. Donc, clairement, il y a quand même un système citoyen, mais qui est quand même très contrôlé, très encadré, dont on ne peut pas forcément se sortir, en tout cas de manière mentale, par des états d'âme ou par des anciennes affaires. Ouais. Les cas que je connais de gens qui ont pu se faire dispenser, c'est en cas de maladie grave, de grossesse, ou ça arrive un peu plus souvent. En fait, puisqu'on est tiré au sort sur les listes électorales, mais que parfois on a déménagé et qu'on n'a jamais changé notre adresse et qu'on est toujours sur les listes électorales à l'autre bout de la France,
ça peut être un motif de dispense. Vous m'avez tiré au sort à Toulouse, mais en vrai, je vis à Paris, donc je ne peux pas assister à ce procès. Et dans ces cas-là, on peut être dispensé. En revanche, parfois, et c'est le cas de Côme dans le roman, on peut être appelé à être juré dans un tribunal qui est très loin de chez soi, en fait, à 2 heures de route, par exemple. Et donc là, c'est une semaine d'hôtel. Hmm. Et il faut quand même faut avoir Ouais, 23 plus ans de pour 23 être ans et un casier. casier judiciaire vierge. Voilà. Alors, il y a évidemment cette affaire au tribunal et ce qui est très, très important dans ton livre aussi, c'est que ce n'est pas une litanie de la justice. Je trouve que véritablement, tu as mêlé différentes histoires et c'est là où c'est très subtil et très intelligent de ta part, c'est que tu as comblé le côté, en effet, barbant d'un procès, qui, oui, un procès est barbant parce que ça dure déjà très longtemps et que les témoignages sont souvent faussés ou en tout cas orientés, ou on n'apprend pas grand-chose. Dans un procès, concrètement, on apprend très peu de choses parce que souvent, le fort intérieur est souvent différent. Mais j'aimerais que tu nous parles d'Anna Zeller, parce que c'est quand même Anna Zeller ou Anna Boulanger. Euh, Cette dualité-là, on a l'impression qu'elle n'est pas née d'un miracle. J'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose derrière ça. Je ne sais pas, mais j'ai eu cette impression-là en te lisant que cette dualité-là, elle t'est chère ou profonde, je ne sais pas, intime, mais Anna Zeller, Anna Boulanger, il y a quand même, j'ai l'impression, beaucoup de toi aussi à l'intérieur de ces deux femmes, Oui, notamment à travers les souvenirs personnels. Je pense que ouais. tu insères beaucoup de souvenirs personnels dans ce roman-là. On dit souvent qu'un premier roman est un roman très autobiographique. C'est difficile sur ce roman-là de dire quelle est la part d'autobiographie parce que vraiment, c'est une histoire que j'ai complètement construite. Et malgré tout, tu as tout à fait raison. Évidemment, il y a beaucoup de moi un peu partout. Et, euh, et, et c'était quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. Parce que, pour vous raconter une anecdote personnelle, quand j'ai raconté à l'homme avec qui je partage ma vie que ce roman qui me trottait dans la tête était autour d'un procès, il m'a regardé, il me dit, mais ça te ressemble pas du tout. C'est bizarre que tu écrives un truc. C'est dur, un procès, tu lis pas de polar en plus, tu lis pas de thriller psychologique, c'est pas ton genre de livre, c'est pas. Je dis non, non, mais il va y avoir le procès, mais le procès, c'est ce qui m'intéresse. Ouais, c'est difficile de dire que c'est un prétexte, mais c'est un décor, c'est un cadre, c'est une ligne directrice. Mais c'est surtout le catalyseur, le révélateur de quelque chose pour Anna. Et en fait, ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que cette couverture du livre, c'est pas un tribunal, c'est pas une robe d'avocat qu'on voit, c'est Anna qui est sur cette couverture, parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est de voir ce procès à travers ses yeux, et c'est de voir comment est-ce qu'elle va réagir à cette semaine de procès. Et là-dedans, ça me permet effectivement de parler d'enfance, de parler de famille, de parler de relations fraternelles. Moi, j'ai une petite sœur, comme Anna, et ça, c'était vraiment un sujet qui m'intéressait beaucoup. Cette relation entre les sœurs, le côté protecteur que l'une peut avoir par rapport à l'autre, et comment chacune se place. Ces deux personnages, je le disais tout à l'heure, que j'ai vraiment construit ensemble. Et oui, j'y ai mis plein de choses. Pour vous donner un exemple de ce qui vient de moi vraiment très profondément. Oui, moi, quand j'étais petite, le dimanche midi, on mangeait chez mes grands-parents. Et puis, les hommes, à la fin du repas, ils filaient voir le match de foot qui avait lieu à 2 pas sur le terrain des sports de la petite commune rurale où vivaient mes grands-parents. Donc ça, c'est des images qui sont très présentes dans ma tête et que j'ai fait revivre de façon un peu différente dans ce roman. Sur la localité, la localisation du roman, c'est une ville qui n'existe pas.
mais quand même, on comprend à peu près où ça se déroule en Bretagne. Euh, Qu'est-ce qu'il y a forgé justement qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette région-là? Donc en effet, tu as vécu, je crois, à Vannes, c'est ça? Voilà. Donc il y a quelques ressemblances évidemment, mais il fallait que ça soit là-bas pour que ce soit aussi quelque chose d'intimement personnel aussi. Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Qu'est-ce que tu voulais aussi montrer à travers le lieu qui est toujours très important, notamment dans un tribunal, puisque les tribunaux ne jugent pas de la même façon certains crimes selon la localité. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait derrière ça? Est-ce qu'il y avait une intention aussi peut-être supplémentaire? Ouais. Les lieux sont hyper importants pour moi et il y en a donc deux dans ce roman. Il y a Chartres et donc tu parles des lieux où sont jugés les procès. C'était important pour moi d'être dans une ville ordinaire. Je reviens encore à ce mot-là. C'est-à-dire une ville de taille moyenne qui soit une ville que tout le monde peut à peu près imaginer. C'est pas une ville qui est hyper marquée dans une culture très forte. C'est pas Bayonne ou Marseille ou Brest. C'est une ville en France que tout le monde voilà, peut un peu imaginer avec des citoyens ordinaires et une ville où on peut imaginer une vie à peu près ordinaire. Donc ça, c'est pour le lieu du procès. Euh, c'est une ville où je suis allée passer moi un petit peu de temps et tout ça, mais où j'ai pas d'origine profonde. En revanche, je ne pouvais pas écrire ce roman sans y mettre un peu de mes racines. À aucun moment, c'est marrant, hein, j'ai envisagé que le procès se déroule dans une ville en Bretagne que je connais intimement. En revanche, au moment où on se parle d'enfance, où on se parle de famille, où là, on va toucher vraiment aux entrailles, bah là, c'est la Bretagne qui ressort, quoi. J'y peux rien. C'est pas fait exprès, mais c'est ça qui vient. Et ce village de Trémanque, on est entre nous, je peux le dire, c'est le village de mes grands-parents, quoi. C'est évident. Qui se trouve dans le Morbihan, à 3/4 d'heure de Vannes, et qui est vraiment un tout petit bled que personne ne connaît. Et par pudeur, probablement, je ne pouvais pas nommer. Je ne pouvais pas donner le nom du village de mes grands-parents. Il a fallu que ce soit un autre nom. Et ce qui est marrant quand même, c'est que ce nom que j'ai choisi et que j'ai choisi avec tout mon inconscient, c'est très manque. Il y a ce mot manque, très manque. Je n'ai pas fait exprès, hein. On fait une petite pause photo pour, vous en avez l'habitude, voilà, on enlève ses lunettes, on se prépare, on se recoiffe, c'est magnifique. Ah, je me redresse, c'est tout, hein. Allez, 3, 2, 1, c'est bon, parfait, merci. Euh, Claire, est-ce que tu pourrais nous lire un premier extrait alors? Avec plaisir. On va commencer par le début, hein, si ça vous va. On va Allons. commencer par. Ah oui, on va commencer juste par la citation qu'il y a en amorce du livre, qui est une citation d'Annie Ernaux. On va en parler juste Ah après. d'accord, je dis rien là. Il y avait une chance sur 1200 pour que mon nom soit tiré au sort sur la liste électorale. Une chance sur 20 lors du deuxième tirage et une chance sur 3 lors de l'ouverture du procès. Il y avait une chance infime pour que ma vie se fende en deux. Elle m'est tombée dessus comme une pierre d'un immeuble délabré. Juré numéro 23, annonce la présidente. Je décroise les jambes, sèche mes mains moites sur mes cuisses, attrape mon sac et me lève. Les pieds des autres jurés gênent mon passage. Ils les rangent sous le banc et baissent le menton pour ne pas croiser mon regard. Peut-être me plaignent-ils d'avoir été appelés. Moi, je retiens ma respiration. Je me concentre. Dans le silence épais de la cour d'assises, les talons de mes chaussures claquent sur le parquet. Tant que je n'ai pas atteint ma place, un avocat peut me renvoyer sur le banc. Récusé. Tout un tas de bruits se mélangent dans ma tête. Les regards qui grésillent comme des mouches au soleil, le sac qui frotte contre mon jean, la salive que j'avale avec difficulté. Au milieu des robes noires et des visages fermés, ma peur résonne à plein volume.
Je m'assois dans un fauteuil aux accoudoirs élimés, en face des accusés. À droite du policier, Lucille Moulin. À gauche, Frédéric Gagneron. Comme moi, ils ont une allure ordinaire, environ 30 ans, aucun signe distinctif. Ils sont accusés d'empoisonnement et de meurtre. Merci. Alors, tu peux lire en effet maintenant, tu peux lire en effet l'exergue d'Annie Ernaux, parce qu'on va en parler juste après. Pour moi, la vérité est simplement le nom donné à ce qu'on cherche et qui se dérobe sans cesse. Alors, justement, cette citation, qui est sûrement, pardonnez-moi, mais la phrase, pour une fois, une phrase non plate d'Annie Ernaux, et ça fait du bien. Ça fait du bien à entendre. Alors, non, pour être plus sérieux, dans un procès, il y a souvent plusieurs vérités. Est-ce que pour toi aussi, tu considères que, parce que c'est entre guillemets une phrase qui peut être extrêmement à la limite de condamnable, parce qu'en réalité, dans un procès, il n'y a qu'une seule vérité, celle que le juge donne, celle que le jury, en tout cas, fait passer. Puisque tout simplement, si on donne un avis contraire, on peut être poursuivi en justice parce que la chose est jugée. Est-ce que pour toi, il y a véritablement plusieurs vérités dans un procès? Est-ce que chaque personnage a sa propre vérité? Est-ce que chaque juré a sa propre vérité? Mm. Oui, c'est la vérité dont tu parles, qui est la vérité du verdict, qui est la décision finale, c'est la vérité judiciaire. Mais le reste, c'est une question de perception, en fait. Et on le vit tous les jours. C'est-à-dire que ta vérité n'est pas la mienne, mais parce que ta perception n'est pas la mienne. Euh, donc, nécessairement, on fait tous avec notre vécu, avec nos expériences, et, hum, et c'était vraiment un des sujets qui m'intéressait le plus dans l'écriture de ce roman. Et d'ailleurs, ça fait partie des liens entre les histoires, entre Anna et le procès. C'est cette question de la vérité, des vérités, et et de notre capacité à l'accepter finalement. Parce que ce serait plus simple de se dire qu'il y a une seule vérité, la même pour tout le monde. Ouais, la vie serait peut-être moins compliquée que si on se dit que, ben non, en fait, c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est pas vérité ou mensonge, voilà, c'est plus complexe que ça. Donc moi, je suis persuadée de ça. De Ouest France sur la disparition d'Aurore, c'est la cousine du personnage principal, Anna. C'était important aussi, tout à l'heure, tu disais que le roman avait au départ été construit avec un jour par jour de procès, un chapitre pardon, par jour de procès. Alors là, c'est pas un jour et un article de presse, il y en a beaucoup moins évidemment, mais c'est quand même une partie importante du passé. C'était aussi une volonté de recadrer les choses de manière journalistique. Qu'est-ce qui s'est passé pour justement les avoir intégrés comme des chapitres, comme des émanations d'une réalité, en fait? Mm. C'est une autre forme de vérité, hein, la vérité journalistique, Ouais. qu'on a tendance d'ailleurs à prendre parfois pour argent comptant. Moi, j'ai grandi avec Ouest France posé sur la table de la cuisine, hein, qui arrivait tous les matins dans la boîte aux lettres. Je sais que des lecteurs m'ont dit, bah, chez moi, c'était Sud-Ouest, mais c'était la même chose. Euh, et je crois que, en tout cas, dans mon esprit de petite fille, même aujourd'hui, j'ai un peu plus d'esprit critique, mais ce qu'il y avait d'imprimé dans le journal, ce qu'il y a d'imprimé dans les livres, c'est une forme de vérité. Et donc, on voit si on ne lisait que les articles de Ouest France qui sont dans ce livre, on verrait que cette vérité, elle varie d'année en année. On lit des articles sur 20 ans, et en fait, ces articles, ils disent tantôt une chose, tantôt une autre. On sent que c'est loin d'être quelque chose d'immuable. Et donc, c'était aussi une autre manière de faire vivre cette question de la vérité et des perceptions. Ce que je trouve important dans ton roman, c'est la question du langage. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais chaque procès peut basculer sur un mot ou une phrase, et je trouve que le langage est peut-être l'arme absolue en matière juridique, et l'arme absolue de la vérité, puisque c'est quelque chose qui permet de trahir la plupart du temps une pensée, une parole.
On a d'ailleurs coutume de dire que le principal ennemi d'un avocat, c'est son propre client. On entend souvent ça chez les avocats et notamment ailleurs. Est-ce que pour toi, la question du langage, des mots extrêmement choisis, notamment dans les dialogues, tes dialogues sont extrêmement précis, extrêmement subtils aussi, on comprend un petit peu, parfois on comprend un peu moins, mais on a quand même une arrière-pensée qui arrive derrière. Est-ce que pour toi aussi, le langage, dans un procès notamment, est peut-être la chose la plus fondamentale? Bah, déjà, ça me fait très plaisir ce que tu dis sur les dialogues, parce que qu'est-ce que c'est difficile d'écrire des dialogues. On n'a pas tant que ça travaillé avec Marie, ça s'est plutôt bien passé, mais c'était une obsession parce qu'en fait, le procès, c'est que du dialogue, hein. Tout ce qui se passe, c'est du dialogue, etc. Donc, surtout que tous les jours du procès, on est au même endroit, avec les mêmes gens. Donc, globalement, ce qui va tenir l'histoire, c'est du dialogue. En même temps, ce dialogue, il ne pouvait pas être toujours amené de la même manière. Donc, parfois, c'est des paroles rapportées, parfois c'est du dialogue direct. Donc j'ai essayé de varier un petit peu, mais ça a été beaucoup de questions que je me suis posées sur comment retranscrire le langage, comment, oui, comment retranscrire la parole du procès, et avec toujours cette difficulté, je pense qu'ont tous les auteurs, c'est comment est-ce que j'arrive à retranscrire une impression de dialogue naturel, tout en, si j'écrivais exactement mot pour mot ce qui se dit à côté de moi dans un bar ou dans un procès, si je l'écrivais dans un roman, ce serait catastrophique. Il faut monter un petit peu le niveau de langage, il faut être plus subtil que ça, il faut être... Enfin, ça demande vraiment beaucoup de choses. D'ailleurs, je ne saurais même pas dire exactement quels sont les ingrédients pour le faire, parce que je trouve que c'est très incertain pour réussir un bon dialogue. Donc, je me suis posé vraiment beaucoup de questions autour de ça pour essayer d'avoir quelque chose qui retranscrit toutes les nuances, et puis les silences aussi, en fait, au-delà de la parole, les silences, euh, parce que c'est aussi très, très révélateur dans un procès. Il y a des moments où l'accusé ou un témoin ne répond pas à une question ou met longtemps à y répondre. Et ça aussi, ça dit beaucoup de choses. Ce qui est très difficile justement à mettre à l'écrit, c'est ça qui est très important et très juste dans ce que tu as écrit aussi, c'est qu'il y a quand même une atmosphère qui est quasiment impossible à retranscrire à l'écrit. C'est innommable en réalité, puisque le silence pesant souvent entre différents protagonistes, ça c'est quelque chose qui est extrêmement dur à coucher sur le papier, et je trouve que tu le fais admirablement. Merci. Je te cite page 52, notamment sur l'humour, parce que j'ai été très surpris justement sur un sujet pareil. Il y a beaucoup d'humour. Alors beaucoup, on ne va pas exagérer. Vous n'allez pas vous poiler toutes les pages non plus, il ne faut pas exagérer. Mais quand même, il y a quand même un nombre de punchlines très bien sentis. Et je prends ce passage-là, page 52, où c'est un dialogue entre Com et Jean-Luc. On s'intéresse d'abord aux accusés pour avoir une idée de leur vie au moment des faits. Juger des gens dont on ne saurait rien en ne tenant compte que du crime qu'ils n'ont peut-être pas commis, ce serait impossible. Tu verras, dans une semaine, tu les connaîtras mieux que ta propre mère. Mais c'est ça, en fait. C'est véritablement un procès, c'est ça, c'est venir aux entrailles, dans les entrailles d'un être humain, dévoiler tous ses secrets, dévoiler sa personnalité, dévoiler son enfance, sa famille. Est-ce que est-ce que tu t'es senti gêné aussi, en tant qu'écrivain, à dévoiler l'intimité totale, en réalité, de personnages? Est-ce que c'est quelque chose qui te martèle? Est-ce que tu t'es posé une question de la limite également? Jusqu'où on peut aller pour raconter l'intimité d'un personnage? Est-ce qu'il y a une véritable limite? Je réagis d'abord à la première partie sur l'humour, parce que jamais j'aurais pensé qu'on allait me parler d'humour dans ce roman. Mais oui, il y en a. C'est marrant parce que moi, j'ai essayé d'y instiller beaucoup de vie. C'était hyper important que ce soit pas un roman noir et sombre, mais d'y amener, oui, une forme de joie, peut-être parfois de trait d'esprit dans un dialogue,
ou de petites étincelles ou de petites phrases douces, amères, enfin. Mais j'aurais pas forcément pensé que ça pouvait être lu avec ce prisme-là presque d'humour. Mais je trouve ça très, très intéressant que toi, tu l'aies pris comme ça. J'en cite une deuxième, j'en cite une deuxième. C'est celle que je t'ai donnée tout à l'heure. Quand on vit avec quelqu'un pendant des années, on détecte forcément qu'il a fait une connerie. Si mon mari casse un vase, je le vois rien qu'à sa tête. Alors un meurtre, voyons. Voilà, ce genre de phrase-là qui fait sourire, qui paye pas de mine, mais qui, mine de rien, aère totalement à chaque fois le récit. Et c'est là où je trouve que vraiment, c'est en effet pas un roman sombre ou noir. C'est ça qui est intéressant pour une affaire aussi sordide. Vraiment, il y a des soupapes à chaque fois. Et ça, je trouve ça extrêmement bien réalisé. Pardon, je t'ai coupé. Non, non, mais c'était vraiment important pour moi et je suis très, très contente de voir que ça a fonctionné parce que je voulais pas qu'on lise ce livre et qu'on déprime ou qu'on trouve ça horrible ou qu'on souffre ou que je sais, moi je suis une grande lectrice avant même d'écrire quoi que ce soit et une des choses que j'aime le plus, c'est d'avoir envie de retrouver un livre le soir avant de dormir, d'avoir ce rapport-là au livre, en fait. Et quand un livre est sordide et glauque, on a moins envie de le retrouver le soir avant de dormir. Donc je suis contente que tu vois, de la lumière. Et sur ta question sur une forme de pudeur par rapport à mes personnages, c'est marrant parce que je crois que j'ai accepté que Lucille et Frédéric allaient être auscultés sous toutes les coutures euh, et que c'était le jeu du procès parce que ce sont les accusés et que les projecteurs sont sur eux et qu'on va les mettre à poil et c'est pas cool, mais en fait, il n'y a pas le choix. C'est comme ça qu'à la fois, c'est comme ça qu'on peut décider de s'ils sont coupables ou pas. Et en même temps, de montrer au fur et à mesure que on a beau euh, les dénuder entièrement et les ausculter sous tous les angles, la nature humaine est plus complexe que ça et on rate toujours quelque chose. Donc finalement, c'est que je dois avoir gardé quand même une forme de pudeur. Vous avez jamais 203. Une mère, qu'est-ce que c'est sinon l'inconditionnel, l'assurance d'être aimée, la permanence du sentiment? En théorie, en tout cas, la mienne n'a pas dû lire le contrat jusqu'au bout. Voilà, c'est ce genre de phrase qui tombe comme un couperet. Et c'est ça qui permet d'aérer, je trouve, le roman, alors qu'il n'est pas noir, mais ça permet quand même d'avoir le sourire aussi par certains moments. Et je trouve ça vraiment très, très bien fait. Euh, J'aimerais qu'on parle également du... Pardon, j'ai perdu ma question. Oui, c'est ça. Sur le prochain roman. Sur le prochain roman, tu nous as donné un petit peu de grain à moudre sans en donner trop de détails, mais c'était léger, c'était subtil. Marie doit trépigner aussi parce que je pense que voilà, ouais, voilà, je pense que tu ne lui en as pas parlé non plus encore, ou en tout cas très peu si, oui. Où tu en es concrètement? Est-ce que tu vas t'attaquer à un autre sujet que tu ne connais pas forcément, où tu vas justement faire des recherches et te documenter et avoir cette soif-là de découvrir un milieu et d'en faire une matière romanesque, ou au contraire, tu vas faire ce fameux roman des élites parisiennes dont tu parlais tout à l'heure? Ce ne sera pas le roman des élites parisiennes, ça c'est très clair. Peut-être un jour parce que j'adore absolument Paris, que c'est une ville, vraiment pour moi c'est une des plus belles villes du monde et que je fais partie des Parisiennes heureuses qui aiment vivre ici. Mais je ne suis pas prête à écrire un livre parisiano-parisien parce que ça me fatigue un peu par moment. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être le décor d'une histoire, mais en tout cas, je sais que je vais faire attention à ça.
Je peux pas dire grand-chose pour l'instant de ce prochain roman parce que vraiment, j'ai pas écrit une seule ligne et que ça va pas être pour tout de suite. Marie ne grince pas des dents, elle le sait et elle le sait pour une très bonne raison qui est que j'ai eu un bébé il y a 3 semaines. C'est une année très riche, très, très dense, très intense. Et donc, en 2 mois, j'ai à la fois vu mon premier roman naître au jour et arriver en librairie. Et c'est une espèce de torrent d'émotions incroyables. Ça, c'était début avril, le 5 avril, la jury qui est sorti. Et le 20 mai, j'ai eu un petit garçon. Et ça aussi, vous pouvez imaginer que c'est un petit torrent d'émotions. Ce qui fait que peut-être je vais essayer de dormir à un moment, de souffler, de profiter de tout ça. Et je me mettrai à l'écriture du suivant après. Mais c'est un après qui sera quand même assez proche parce qu'écrire me manque quand même un peu, même dans ces périodes de vie très, très denses. Et que les contours du prochain roman sont dans ma tête déjà depuis plusieurs mois. Et donc là, c'est plus une question de dormir la nuit et, et de, et d'avoir un peu un espace pour le faire. Donc ce sera pas pour tout de suite, mais c'est prévu. Terrible, hein, ça va être terrible. Non, là où j'aimerais rebondir, c'est sur le côté audiophile, audio en tout cas, d'une potentielle adaptation de La Jurée. Est-ce qu'il est possible que ce livre-là soit adapté potentiellement, ou lu en podcast, ou en livre audio, ou adapté au théâtre, pourquoi pas? Ça peut être aussi intéressant ça peut être une piste à mon sens. En tout cas, je l'ai lu ainsi. J'ai eu l'impression qu'il y avait aussi je ne sais pas s'il y a déjà eu des pièces de théâtre sur le domaine juridique pendant un procès. Il y a dû en avoir quelques-unes, mais pas Ouais. tant que ça. Mais ça peut être quelque chose d'intéressant, je trouve, notamment avec la puissance des dialogues et le jeu entre les émotions des jurés. Est-ce que tu y as pensé? Est-ce que potentiellement c'est quelque chose d'envisageable? Au théâtre, il y a 12 hommes en colère qui se jouent à Paris depuis des années et des années, avec différentes mises en scène et dans différents théâtres. Et puis, ça s'est arrêté il n'y a pas très longtemps, mais Femmes en colère, qui est un livre de Mathieu Ménégo, que vous connaissez peut-être. Je vois plein de hochements de tête. Alors, pour l'anecdote, il est sorti, j'étais en train d'écrire, j'étais plutôt à la fin, mais ça m'a complètement déprimée. Je me suis dit, oh là là, mais non, il y a quelqu'un qui m'a pris de vitesse et tout, c'est horrible. Euh, et en fait, je n'ai pas voulu le lire à l'époque parce que je voulais pas que ça me perturbe. Donc, j'ai une de mes très bonnes amies qui l'a lu à ma place et qui m'a dit, t'inquiète pas, ça n'a rien à voir avec ce que tu as fait, il n'y a vraiment aucun lien. Il n'empêche que Femme en colère a été adaptée au théâtre dans une très bonne mise en scène avec des très bons comédiens. Et je suis allée voir la pièce, c'était il y a 3 mois peut-être. 2, 3 mois, ouais. Et qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est ça. En fait, j'étais en train d'essayer de calculer en reculant, me disant j'étais enceinte de combien à ce moment-là. Donc, je dirais peut-être 3 mois. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne pièce. Effectivement, pas du tout en lien avec la jurée. Et j'en suis sortie en me disant, oh, je crois que j'aimerais vraiment bien que la jurée soit adaptée aussi au théâtre parce que ça doit être extraordinaire. Donc évidemment, j'adorerais ça en audio, au théâtre. Il y a aussi, c'est un livre qui est lu en ce moment par des producteurs et par des gens dans l'audiovisuel. Ça ne veut pas du tout dire que ça aboutira à quelque chose, mais c'est un pitch qui peut intéresser en audiovisuel. Donc, il faut juste croiser les doigts et espérer qu'il se passe d'autres choses pour Anna. Mais ce serait vraiment cool, ouais. On y travaille. Je me permets ce petit mot. Il y a un très bon film d'ailleurs, si vous avez envie de continuer sur ces sujets-là. Pareil que j'ai vu pendant l'écriture
et où je me suis dit, enfin, je ne sais pas si ça m'a inspirée, mais en tout cas, ça a nourri mon imaginaire. Et pour ceux que ça intéresse, ça s'appelle La fille au bracelet électronique. C'est joué notamment par Anaïs de Moustier. Et, euh, et on suit un procès et en même temps un petit bout de vie personnelle. Et je sais pas, quelque part, je crois que ça m'a conforté dans le fait que c'était important qu'il y ait deux univers qui se croisent pour que l'histoire avance et que ce soit pas barbant. Et le film est vraiment sympa. La fille au bracelet électronique, voilà, pour ceux qui ont envie de continuer dans cet univers. Dans les remerciements, d'ailleurs, alors, j'étais surpris de voir que tu adorais lire les remerciements à la fin des romans. C'est aussi mon cas. J'adore ça parce qu'il y a toujours des petites, comment dire, des petits interstices dans lesquels on peut en effet s'insérer. Il y a toujours quelque chose de très personnel. Et tu dis, alors ce qui est formidable, c'est que tu dis que euh, tu te trompais sur le questionnement des remerciements. C'est pas forcément ce qui est le plus personnel, ce sont plutôt les personnages qui sont intimes, les peurs, les joies, les doutes, les nuits noires, les petits secrets et obsessions de l'auteur se glissent entre les pages. C'est ça, en fait, concrètement. Tu en as tant rêvé des remerciements et finalement, c'est pas forcément le plus important. Le plus important, c'était Anna. Ouais, c'est marrant parce que comme toi, à chaque fois, j'ai l'impression de pénétrer dans l'intimité d'un auteur quand je lis les remerciements, où je me dis, ah tiens, ça doit être un peu genre sa meilleure amie. Ah, ça, c'est hyper touchant, le petit mot pour sa femme ou son mari ou pour ses enfants. Je sais pas, je trouve Alors ça qu'on ne trop. connaît personne. On ne connaît Mais non, personne. on les connaît pas, mais je trouve ça très émouvant à chaque fois et très fort et tout ça. Et en fait, c'était horrible parce qu'en fait, ces remerciements, à la fois, tu as très envie de les écrire parce que c'est hyper important et en même temps, je me suis mis une pression pas possible pour les écrire et tout. Et donc, à la fin, j'ai demandé à Alexane, avec qui Marie travaille chez HarperCollins, qui me disait, oui, tes remerciements, tu crois que tu pourras nous les envoyer la semaine prochaine ou la semaine d'après? Je suis là, oui, 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 oui. Et puis à la fin, je lui ai dit, Alexane, il faut que tu me donnes une date limite obligatoire qui est vraiment ta dernière date à laquelle je peux te les rendre. D'ailleurs, les épreuves donc, qui sont parties aux journalistes, etc., les épreuves sont parties sans les remerciements parce que je reculais le moment de les écrire. Et donc, elle a fini par me donner une date butoir en me disant, écoute, à partir de telle date, vraiment, si tu ne me les rends pas, c'est que ça va devenir très compliqué. Et bon, comme je suis à peu près humaine, je me suis dit, j'ai pas envie de la mettre dans une situation compliquée, donc j'ai respecté cette date-là. Mais je les ai écrits bout du bout, quoi. Euh, et c'est au moment où je commence à les écrire, où je me suis mis une pression pas possible, c'est au moment où je commence à les écrire et où je me dis, mais en fait, dans le fond, ce qu'il y a de plus intime, ce qu'il y a de plus profond, ce qu'il y a de plus, ce qui t'importe le plus, toi, tu l'as déjà mis dans ton roman. C'est déjà dedans, en fait. Là, tu vas remercier les gens, j'ai pleuré en les écrivant, les remerciements et tout ça. Enfin, vraiment, c'était un gros truc. Tu vas remercier les gens qui comptent et c'est hyper important. Mais, euh, mais le plus intime, il est ailleurs, en fait. Ouais, je vais faire simple. Il y a ceux qui se reconnaîtront. Ouais. Non, mais il y a des gens de mon entourage qui ont lu plusieurs versions, euh, qui m'ont tellement soutenue, encouragée. Écrire, c'est très, très solitaire. Enfin, moi, j'ai commencé donc à travailler sur ce roman en mars 2020. Il est sorti en avril 2023. Entre-temps, c'est des montagnes russes de joie, de doute, d'inquiétude, de jours où on se dit mais c'est nul ce que j'ai fait, d'autres où on a l'impression que c'est bien, puis le lendemain on relit et là on se dit que c'est nul. Enfin, c'est très très fatigant et donc je pense qu'on est très très fatigant pour son entourage aussi dans ces moments-là. Et donc forcément, il méritait quand même que je les cite avec un peu d'amour, quoi. À ce roman, à partir de quand tu te dis, ça y est, j'ai trouvé, entre guillemets, ma version finale, en tout cas la version la plus aboutie. Est-ce qu'il y a un moment clé? Est-ce qu'il y a un moment, est-ce que c'est à la voix, comme tu le disais tout à l'heure, où tu sens que de manière lue, c'est cohérent avec ce que tu penses? Est-ce qu'il y a vraiment un moment clé chez un écrivain de cette finalité de l'ouvrage?
Alors ensuite, évidemment, l'éditeur va corriger, hein, bien sûr, potentiellement, mais pour toi, est-ce qu'il y a eu ce moment, ce déclic? Mm. Il y a un premier déclic qui est je ne suis plus complètement déprimée quand je me relis. Je trouve plus ça complètement nul. C'est déjà un premier truc. Donc, j'ai l'impression que ça y est, ma charpente est là et la structure est là et tout est à peu près posé et que maintenant, il va falloir que j'affine. Mais donc, ça paraît anodin quand je le dis comme ça, mais en fait, c'est hyper important. Et puis, il y a une dernière étape qui est de se dire je peux plus. En fait, je peux plus le modifier sans que finalement j'abîme plus que je n'améliore. J'arrive à un moment où je détricote ce que je viens de retricoter et ma maille, elle devient lâche, le tissu s'abîme, voilà. Et c'est à ce moment-là où on se dit, bah, en fait, quand je fais plus de mal à mon texte que je ne lui fais de bien, parce que j'ai corrigé ça, mais en fait, j'ai recorrigé ça, puis quand je relis, je me dis qu'en fait, non, ça va plus. En fait, c'est qu'il faut arrêter. Et c'est triste, hein, parce que j'aurais préféré te répondre, il y a un moment où tu es content de toi-même et satisfait, vraiment, tu trouves que c'est réussi et que ça marche bien. Non, c'est juste un moment, t'en peux plus. Ça, c'est sûr. Et par rapport aux documentations, aux recherches, aux témoignages que tu avais faits, euh, là aussi, lorsqu'il y a deux versions différentes, qu'est-ce que tu choisis? Est-ce qu'il y en a une qui te paraît plus judicieuse pour l'avancée du roman? Est-ce qu'au contraire, tu les confrontes et tu les mets au sein du roman, mais peut-être de manière disséminée? Comment tu choisis? Comment tu choisis ce qui va faire le sel de ton roman? Je suis pas sûre d'avoir compris ce que tu voulais dire Par de exemple, choix par rapport à quoi? par rapport, imaginons que tu interroges deux jurés, deux expériences de jurés, et que les deux expériences sont totalement différentes. Ah. C'est marrant parce que je ne me suis pas sentie confrontée à ça. Déjà, j'ai la chance d'avoir tout un jury dans mon roman, donc qui ont des vécus différents, etc. Dans des précédentes versions, certains jurés étaient plus développés que ça ne l'est dans la version finale. Laurence, par exemple, qui est banquière, que tu n'as probablement pas remarqué dans le jury, bah, elle avait un rôle un peu plus important. Donc, donc, je pense que je me nourris de tout le monde et j'ai pas besoin de choisir. Et si je dois choisir, finalement, c'est le personnage qui choisit, en fait. C'est en fonction des personnalités que j'ai imaginées qui vont prendre l'un ou l'autre des discours, des avis, des visions. Du twist final, concrètement, on va pas en parler bien sûr sur le fond, mais est-ce que ça a eu aussi, est-ce que ça a été le début de ce que tu avais créé? Parce qu'on sait que beaucoup d'auteurs commencent par la fin, ou en tout cas ont cette fin en tête, ou parfois se laissent porter par leur personnage, mais sur la fin, c'est quand même plus rare. Qu'est-ce qui a fait que on en est arrivé là? Je l'ai eu assez vite. Peut-être pas au tout début de l'écriture où on était encore en construction, mais c'est un roman que j'ai dû beaucoup travailler en amont avant d'écrire les premières lignes parce que il fallait, il fallait que je m'assure que toutes les étapes du procès étaient bien respectées, qu'on allait avoir les bons témoins à la barre dans le bon ordre à peu près, etc. Donc il a fallu quand même que je construise beaucoup et puis que j'entremêle l'histoire d'Anna à ça. Donc, ça m'a demandé un assez gros travail de plan. Euh, et donc, j'ai réfléchi très vite à la fin. Et cette fin, elle est arrivée assez tôt dans le processus d'écriture. Et après, elle me demandait juste de vérifier certains détails. Euh, J'en dirai pas plus pour m'assurer que ça fonctionne vraiment. Donc, ça m'a parfois pris un peu de temps de vérifier certaines choses parce qu'il faut trouver les bons experts et tout ça. Mais une fois que j'ai pu valider ça, ouais, j'ai avancé dans ce sens-là. Et c'était important d'avoir cette fin, d'avoir la fin de façon globale pour, euh, pour pouvoir écrire, ouais, tisser les bonnes choses aux bons endroits. Très clair, si tu veux bien, sauf si certaines personnes ont des questions, ce sera avant ou après la lecture, dans le chat, ou vous levez la main, n'hésitez pas. Tu peux y aller, Claire, tu peux y J'y aller. vais? Si jamais il y en a, on les fera après.
Chaque, mer- Chaque mardi soir de notre enfance, Maxine et moi dormions dans la maison de notre grand-mère. Comme celle de Gilberte, elle comptait 2 chambres. Dans l'une, un édredon rose à pampilles posé sur un matelas trop mou, une télévision et un magnétoscope. Dans l'autre, un papier peint à fleurs, une moquette qui piquait les pieds et un crucifix au-dessus du lit double. Maxime et moi passions la nuit dans celle-ci, avec des sachets de lavande sur les tables de chevet l'été et des oranges piquées de clous de girofle pendus aux barres de rideaux l'hiver. Je détestais ça, dormir avec ma sœur. Max se tournait dans un sens puis dans l'autre, collait ses pieds gelés contre mes jambes, accaparait toute la couverture. Pour lutter contre son invasion, j'avais réclamé à ma grand-mère un traversin à mettre entre nous deux. Un traversin, c'était à peine suffisant pour supporter ma sœur. Pourtant, la nuit qui a suivi la disparition d'Aurore, c'est moi qui ai demandé à Max de venir dormir dans mon lit. Toute la famille s'était réunie dans notre cuisine et veillait près du téléphone. J'ai dit, allez, viens, on sera mieux toutes les deux. Personne ne s'y est opposé. Au contraire, je crois qu'ils étaient soulagés de ne pas avoir à se préoccuper de nous. Sous ma petite couette, nos dos, sous ma petite couette, nos deux cœurs imbriqués. Ça, pour l'anecdote, eh ben, avec ma sœur, quand on était petite et qu'on dormait chez ma grand-mère, on dormait avec un traversin entre nous deux. Et, euh, et je ne sais pas si d'autres ont déjà fait ça, mais c'est un truc dont on se parle souvent avec ma sœur parce qu'elle me dit c'était insupportable, on n'avait vraiment pas la place, quelle idée de dormir avec un traversin au milieu de nous deux, enfin voilà. Et donc, ça fait partie de toutes ces petites choses qu'on réutilise effectivement, qui viennent nourrir la vérité des personnages. Dernière question quand même, c'est parce qu'on sent que Je lis, j'ai très peu lu le chat, mais là, je vois passer un. Mes 2 garçons le font aussi, ça me fait rire. c'est rassurant, c'est rassurant. Tu n'étais pas seul. Non, j'avais une autre question sur parce qu'on sent quand même que tu es une autrice qui travaille ses textes, qui retravaille ses textes, qui y pense aussi constamment. Est-ce que si on te disait aujourd'hui de réécrire certaines parties, d'ajouter certaines parties, est-ce que tu le ferais? Est-ce que pour toi, euh, un livre, un texte continue de s'écrire, de se réécrire encore 2 mois, 3 mois après, un an après l'écriture? Eh ben, j'ai eu beaucoup de mal à me dire que ce livre était terminé. C'était difficile de faire les dernières versions. Il y a eu un moment où on m'a dit, bon, bah là, c'est ta dernière relecture. J'ai dit, mais attends, vous voulez vraiment que je relise maintenant? Parce qu'en fait, si je relis maintenant, je vais vouloir tout réécrire. Ça va être un enfer. Enfin, donc ça, c'était à peu près à Noël dernier. Et j'avais ce truc j'avais l'impression que je pouvais encore tout changer tout le temps. Mais maintenant, c'est fini. Pour le coup, là, alors là, j'ai un peu tiqué, genre nos 2 cœurs imbriqués, ça va pas. Si j'ai du mal à le dire à l'oral, c'est qu'il y a un truc qui fonctionne pas bien. Ça m'a un peu contrariée parce que normalement, mm, tout sonne. Mais bon, je me dis, c'est peut-être aussi que je suis un peu fatiguée. Mais ça y est, c'est fini, je peux plus y toucher. Et pour répondre encore différemment à ta question, je parlais du livre avec un ami scénariste il n'y a pas très longtemps, qui l'a lu et qui me disait, à mon sens, ça pourrait être un très bon film, pas une série parce que telle raison, mais peut-être un film pour telle raison. Et puis, on a commencé à discuter de ça et tout. Et en plus, c'est un scénariste de talent et j'adorerais qu'il retravaille le roman en scénario pour en faire un film. Et il me disait, mais toi, tu voudrais qu'on travaille ensemble là-dessus? Et je genre, ah non, moi, c'est fini. J'adorerais que ça devienne un film, mais moi, là, mes personnages, ça y est, ils vivent leur vie, quoi. Ils sont plus dans ma tête, ils sont sortis de ma tête. Je les adore toujours autant, mais ils m'appartiennent plus, en fait. Donc, je suis plus capable de les emmener ailleurs, ça y est, pour le coup, c'est fini. Et même pour en faire autre chose, je crois que c'est fini, en fait. Il faudrait que je laisse la main à quelqu'un d'autre. De mettre la limite pour que le texte soit terminé. D'où Mm. d'où l'importance. Oui, ouais, c'est vraiment, ça dépend vraiment des auteurs, hein, ce rapport-là au texte. Il y a des auteurs qui, comme, je sais pas si vous vous souvenez, mais à la fin des partiels, dans la dernière minute, pensent qu'ils peuvent écrire 12 pages d'un coup, qui vont changer tout. Il y a ça, et puis il y a des auteurs, voilà, je pense que Claire, à un moment donné,
avais trop lu le texte. Enfin, voilà, on a trop lu le texte. Et même nous, en tant qu'éditeurs, c'est pour ça qu'il y a un passage de relais aussi. Moi, je travaille les premières versions, mais je passe le relais ensuite donc à Alexane, qui est une formidable éditrice chez Harper, et qui, on discute, on se connaît bien, et on sait quelle vision a été mise en place au démarrage sur le texte. Et c'est pas mal aussi, parce que je pense qu'au bout de 3, 4, parfois 5 lectures, entre celle de découverte et les suivantes, on ne voit plus les choses, on ne sait plus ce qui fonctionne pas, et on peut avoir envie de ne jamais s'arrêter, même côté éditeur. Donc c'est bien d'avoir des garde-fous, on est tous les garde-fous les uns des autres, je crois. Remercier toutes les deux. Merci infiniment pour votre temps. Je sais que Claire, l'emploi du temps est différent maintenant. Donc je comprends, et merci d'avoir pris la peine de venir ce soir. Merci Marie. C'était un grand plaisir. Merci à toutes les deux. Bah, merci beaucoup Anthony, c'est vraiment un grand bonheur de participer à ces Vlil ou Vélil. Non, selon pas. elle. Non, juste. Merci beaucoup, Merci. c'était super de terminer la semaine avec vous, en tout cas. Merci à toi, Claire. Au revoir tout le monde. Merci à tous. À bientôt, au revoir. Et c'est donc pile le bon moment pour lire La Jurée. Voilà. Pour faire Parfait. un petit jeu de mots pour le podcast. C'est ça. Merci à toutes les deux. Merci. Merci Anthony, merci tout le monde. Merci Claire.